Merci d'être venu. Alors, ce que je vous propose, c'est juste de faire, parce que moi je vous connais bien, un certain nombre vous connaissent bien, mais peut-être juste une minute chacun sur qui vous êtes et ce que fait votre entreprise, ou en tout cas plutôt ton parcours avec pas seulement là-dedans, mais qui justifie pourquoi je vous ai demandé d'être là finalement. On va commencer par toi, Faustine, justement. Bonjour à tous, merci Laurent pour l'invitation. Donc Faustine Fleuret, j'ai effectivement, c'est ce qui est indiqué, cofondé en 2020 l'ADAN, qui est l'association qui représente les entreprises qui travaillent dans la crypto, en sachant que depuis, avec les développements de marché, ça veut dire bien sûr les jeunes startups, mais aussi des établissements bancaires et financiers qui s'y intéressent, et c'est plutôt une très bonne chose. Dont j'ai été PDG jusqu'à la fin d'année dernière. Aujourd'hui, je travaille pour une entreprise de finance décentralisée. On en parlera un petit peu. Je pourrais Oui, peut-être tu peux dire, expliquer pas de problème. ce qu'est la finance décentralisée. Cette entreprise s'appelle Morpho et donc on fait du prêt-emprunt de crypto de façon décentralisée. Donc je vous arrête tout de suite. Nous ne sommes pas établissement de crédit, mais nous faisons des services que vous connaissez bien. Et mon parcours, j'ai fait de la finance traditionnelle. Je suis diplômée de banque finance, je ne suis pas juriste. Je travaillais à l'AMF, je travaillais à l'association des marchés financiers. Et ensuite, je me suis spécialisée dans la crypto parce que ce sont des innovations financières absolument formidables et qu'il faut encourager. Voilà. Merci. David. Bonjour à tous, merci Laurent pour l'invitation, merci Hubert pour cette très belle introduction, très complète. Donc moi je suis David Durouchou, je suis député CEO donc de Société Générale Forge, une société donc qui a été incorporée en 2020 mais qu'on a créée avec sous l'égide de Frédéric Oudéa en 2018, qui avait voulu digitaliser le groupe Société Générale. Donc nous, on est en fait une fintech incubée au sein du groupe Société Générale, ce qui montre que les banques ne tuent pas l'innovation, mais en créent aussi. Voilà. Donc ça, c'est Créé très quand positif. déjà ? Et pardon ? Créé quand SG Forge ? Incorporé en 2020, mais créé en 2018. Donc voilà. Donc ça fait longtemps qu'on se croise. Ça fait longtemps qu'on se croise, effectivement. Donc nous, on se croise effectivement à Bercy pour la loi Pacte. On se croise dans les différentes conférences un peu confidentielles au début, mais qui en fait sont devenues maintenant très mainstream. Et nous, on a commencé par travailler sur la digitalisation de la finance classique pour viser finalement une partie de ce que tu appelles les security tokens, très justement dans ta présentation. Et depuis 2022-2023, on est émetteur de stablecoin. Donc on est la première banque européenne, enfin la filiale de banque européenne à avoir émis un stablecoin. Et aujourd'hui, l'enjeu évidemment est de booster l'adoption de ce stablecoin, notamment dans les marchés crypto. Voilà. Merci. Nicolas. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Laurent, merci d'Axel aussi de nous accueillir. Merci Hubert pour cette masterclass stablecoin. Donc Nicolas Louvet, moi je suis président, cofondateur de CoinHouse, vous nous connaissez peut-être. Nous sommes une plateforme française qui permet à des particuliers et à des entreprises d'investir, d'acheter, d'utiliser, de conserver des cryptoactifs. Et notamment des stablecoins. On a un petit historique aussi dans ce sujet de stablecoin, puisqu'on avait participé au développement d'un projet qui s'appelait l'EURL, poussé par Casino, et qui était un premier stablecoin qui nous a permis d'avoir une activité, de démontrer l'intérêt des stablecoins euros. Avant de switcher aujourd'hui sur des stablecoins dollars que l'on propose sur la plateforme, et un seul stablecoin dollar plutôt, et demain bien sûr l'ouverture à plus de stablecoins et notamment des stablecoins euros qui arriveront dès 2026 sur la plateforme. Alors important de préciser quand même, que tu l'as dit, une société française, parce qu'en fait, il y a plein d'acteurs qui font ce que tu fais, mais après, faire en respectant nos règles françaises, etc. Voilà. Historiquement, nous sommes un des premiers acteurs qui avait été créé sur l'écosystème français. La CoinHouse s'appelait la maison du Bitcoin. La création remonte à 2014, Éric Larchevêque, en même temps que Ledger. Moi, j'ai repris la boîte il y a 8 ans, en décembre 2017, qu'on a rebaptisé CoinHouse, et nous avons été le premier acteur enregistré sous la réglementation française, PSAN, qui précède MiCA, qui est la réglementation maintenant européenne sur laquelle on travaille. Et voilà.
Merci. Alors, je précise, j'ai des questions pour tenir 4 heures, je ne vais pas les faire. Je vais en faire un premier jeu, mais j'imagine que certains d'entre vous ont peut-être des questions sur la présentation d'Hubert. Dès que j'ai fini un premier jeu de questions, je demanderai de lever la main, n'hésitez pas. Ce sera sans doute plus intéressant que mes questions. Je commence déjà par toi, Hubert. En fait, tu as montré vraiment l'écrasante majorité dans le marché des stablecoins dollars. Sur l'ensemble du spectre. À tes yeux, qu'est-ce qui explique vraiment ce retard européen? La régulation, le manque d'acteurs ambitieux, l'absence de demande, la peur classique qu'on a un peu en Europe de tout ce qui est innovation, et j'en ai fait partie, tu le sais, je mettais souvent loin un peu les sujets, toi tu m'en parles depuis très très longtemps, je dis plus tard. Ou est-ce qu'il y a un problème plus profond lié à la place de l'euro dans le système monétaire international et qu'on retrouve finalement les mêmes spectres qu'ailleurs, quoi? J'ai tendance à dire que c'est exactement tout ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que ça ne peut pas prendre individuellement, ce n'est pas pour te faire plaisir, mais il n'y a pas une raison qui l'explique plus que l'autre. Tu pourrais rajouter à tous les éléments que tu as dit qui sont parfaitement exacts, et on l'a vu dans un des slides, c'est que ça se passe aujourd'hui, mais hier aux États-Unis. Et les acteurs sont américains, même si ce n'était pas réglementé, ce qui est quand même assez intéressant. N'oubliez pas que là-bas, il y avait une approche jusqu'à présent aux États-Unis qui était Regulation by Enforcement, qui dit en fait, je vous laisse avancer, et puis si vous êtes en dehors des clous, je vous tape sur la tête. Mais au moins, je vous laisse avancer. Pardon, parce qu'on a eu exactement le même argumentaire il y a 10 ans quand on demandait pourquoi on n'a que 2 EME en France quand il y en a 25 aux États-Unis. Parce qu'on les laisse commencer. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. On laisse démarrer, bouillir. Quand ça devient important, on regarde de près. Oui. Et en nombre d'utilisateurs, dans l'un des slides qu'il montrait, vous avez vu que les États-Unis sont juste après l'Inde. Il y a juste voilà, en nombre. Bon. Donc je pense que c'est tout ce que tu as dit, plus le fait que l'innovation, le fait que les acteurs sont implantés là-bas, et du coup, c'est un marché dollar. Faustine, la même question, toi, avec une vision peut-être un peu différente. Tu bosses pour plein de boîtes européennes, américaines, etc. Même argument, où il y a des choses qui ressortent un peu plus pour expliquer cette domination? En réalité, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Europe qui a fait qu'aujourd'hui on a un écosystème faible versus un écosystème beaucoup plus fort aux États-Unis. Alors qu'aux États-Unis, on est en train de mettre en place une réglementation et en tout cas le Genius Act sur les stablecoins est loin d'être une réglementation légère. Elle s'est d'ailleurs inspirée de ce qu'on a fait en Europe et elle se veut être vraiment crédible. La différence, c'est qu'en Europe, la réglementation n'a pas été au service d'une vision ambitieuse pour les stablecoins. La réglementation des stablecoins euros a toujours été le bras armé de la promotion d'un euro numérique par la Banque centrale européenne. Le but étant d'affaiblir l'ensemble des initiatives qui pourraient émaner d'acteurs privés en Europe. Donc, aux États-Unis, la différence de tout ce qui est en train de se mettre en place en matière de réglementation, et c'est beaucoup plus récent, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Hubert, jusqu'à maintenant, c'était d'ailleurs beaucoup plus inconfortable, on va dire, d'être un acteur américain, parce qu'il n'y avait pas de cadre clair et qu'on pouvait se faire taper un peu par surprise n'importe quand. Cependant, aujourd'hui, il y a vraiment une vision très claire que les technologies blockchain, et donc les cryptoactifs, et parmi ceux-ci les stablecoins, sont au service d'un passage à la nouvelle ère de la finance, et que ces nouvelles technologies et donc les acteurs qui les portent doivent être promus. Et c'est pour ça que la grande différence qu'on va avoir sur le sujet, et ça peut être un sujet aussi prospectif en Europe parce qu'on n'a pas tout régulé de la crypto, c'est que quelle est notre vision par rapport à ces innovations financières et la vision sur les stablecoins a toujours été qu'on n'en veut pas en Europe. Donc ça peut effectivement expliquer beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on peut regretter que ce soit seulement maintenant qu'il y ait des prises de parole un peu plus positives de la part de décideurs publics au niveau des banques centrales. On n'en veut pas en Europe, on ne voulait pas. En tout cas, maintenant, ça change un petit peu. Je dirais, par exemple, le gouverneur de la Banque de France a récemment eu des propos un tout petit peu plus positifs sur les stablecoins euros. Mais parce que le problème, c'est que la menace, elle est déjà présente. Donc c'est un tout petit peu tard. Il aurait fallu avoir sa réflexion. Et on parlait de Loog, on parlait du projet de Casino. Moi, j'ai travaillé dessus en 2018 parce que Consensus accompagnait Casino à cette époque et qu'on est allé voir à la Banque de France et qu'on a essayé d'expliquer qu'est-ce que étaient les stablecoins et l'opportunité de les pousser. Et à ce moment-là, on nous a rayonnés. Donc il faut pas, parce que malheureusement sur les stablecoins, on a pris du retard, mais il ne faut pas qu'on fasse la même erreur sur d'autres innovations financières, et on reparlera probablement de la finance décentralisée plus tard, parce que les réglementations ne sont pas toutes existantes et il y a encore des travaux. Plus, il faut faire attention à l'ouverture possible au renforcement de réglementations déjà en place. On parle de potentiellement renforcer MiCA alors que ça fait à peine 1 an que ça a été mis en place.
et notamment sur le volet stablecoin. Et en fait, il faut absolument pas faire ça. Il faut absolument pas faire ça, surtout si maintenant la vision et le petit bruit qui monte et on en est content sur les stablecoins et l'euro, c'est qu'on regrette qu'il n'y en ait pas plus, que l'écosystème soit pas plus fort. Et donc, ne rechargeons pas encore plus la mule réglementaire pour cela. Alors, merci pour ce point. Juste un petit point. On n'a pas beaucoup de régulateurs aujourd'hui. On va parler plus business que défense de régule. Mais Nicolas, quand tu regardes ton activité au quotidien, aujourd'hui, tes clients utilisent stablecoin surtout pour quoi? Pour de vrai. Enfin, trading crypto, réserve de valeur dollar parce que ça bouge, paiement, trésorerie, collatéral. Enfin, qu'est-ce qui est vraiment utile et qu'est-ce qui est anecdotique dans ce que tu vois, quoi? Je pense pour la même raison que les stablecoins dollars se sont développés. C'est-à-dire ils ne se sont pas développés pour le paiement, absolument pas. Ils se sont développés par la nécessité d'arbitrer sur des plateformes d'échange. Et comme la cotation des cryptos, c'est essentiellement en dollars, pour les plus grosses liquidités, la nécessité d'avoir un stablecoin dollar peut être très intéressant pour venir arbitrer plutôt que d'arbitrer en monnaie fiduciaire. Tu arbitres en stablecoin. Ça permet de faire des opérations plus rapides. Ça permet dans certaines juridictions, et c'est le cas notamment en France, de ne pas avoir à payer de taxes. Oui, parce que tant qu'on ne repasse pas par le fiat, Exactement. on est tranquille. Pour l'instant, tant que tu es un particulier, ce n'est pas le cas pour les entreprises, tu ne payes pas en fait de taxes. Tu paieras le jour où tu reviendras en monnaie fiduciaire, à l'occasion d'un paiement, ce qui peut poser problème d'ailleurs, ou à l'occasion d'une vente. Donc là, pour le coup, le fisc est un incentive au stablecoin. Complètement. Alors, le fisc français est un incentive au stablecoin dollar. C'est intéressant. Et quelque part, oui, parce que ça a démultiplié les volumes. C'est-à-dire le jour où on a introduit un peu plus tardivement, nous, les Trésor, stablecoins, si tu nous écoutes. ça a multiplié les volumes par 5 ou 6 les premiers mois, et ensuite ça les démultiplié. Ouais. On n'en serait pas là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire la principale plateforme française avec plus de 2 milliards de volumes réalisés Sans les stablecoins. sans les stablecoins. Et donc pourquoi les gens les utilisent? Pour réaliser des arbitrages. Ensuite, ils utilisent un peu aussi pour les paiements. Mais comme Hubert le disait, c'est difficile de savoir exactement quel est le pourcentage associé à des paiements. Il y a des clients qu'on arrive à bien flaguer parce qu'on voit bien que c'est des achats récurrents, qu'il n'y a jamais de crypto qui sont achetés. On est sur euro, stablecoin euro. Donc ça représente quelques pourcents de la volumétrie. Et ensuite, il y a des transferts vers des plateformes externes sur lesquelles on ne sait pas réellement encore qualifier. Je pense qu'avec la travel rule et les questions qu'on pose, on aura un peu plus de qualification. Pour les paiements, peut-être plus dans les pays dont tu parlais, où il n'y a pas du tout la confiance dans la monnaie locale, et ces pays où le stablecoin... Là, de toute façon, les clients, c'est plutôt des clients entreprises qui vont les utiliser visiblement, et on arrive à le voir à travers les codes NAF et le descriptif des activités, qu'il s'agit visiblement de règlements de factures à l'international. Il y en a certains, on le sait, parce qu'on a des clients grands groupes, donc certains grands groupes, y compris du CAC 40, on sait très bien que c'est pour du règlement dans des pays pour lesquels ils préfèrent payer en stablecoin. Il y a un vrai enjeu. J'avais participé à une conférence il n'y a pas très longtemps avec des acteurs bancaires, et c'était eux-mêmes qui le disaient que l'un des enjeux aujourd'hui dans la compétitivité, c'était de payer le plus rapidement possible ses fournisseurs, ce qui me semblait un peu bizarre, mais en réalité, ça peut être un challenge. Dans certains pays, notamment quand il s'agit d'aller se fournir en produits qui devient en matières premières rares, terres rares ou autres, semi-conducteurs ou autres, être capable d'assurer un paiement rapide peut vous assurer une livraison rapide et donc une production rapide, etc. Et donc ces enjeux vont se développent avec le commerce international. Et après, on en reparlera peut-être avec le wholesale aussi. Voilà, ça permet de rebondir une question là-bas. Ouais. Après, quand j'ai fini mon premier round, garde-la. Laurent est très strict sur les j'ai fini mon premier round à tout le monde. Justement, ça me fait rebondir sur Société Générale à 2 titres. C'est que la première fois que j'ai fait une conférence, mais j'étais en invité sur les stablecoins et la crypto, c'était chez Swift en 2018, leur événement annuel un peu partout dans le monde, je ne sais plus où c'était. Et c'était avec SG. Entre autres, qui travaillait sur le trade finance, en expliquant effectivement que là, il y a un business model, là, il y a un vrai truc à régler, exactement ce que tu viens de décrire, donc je ne le redécris pas. Et donc, ça me permet de dire que SG est effectivement actif sur ces sujets-là, mais on y vient. Toi, donc, tu nous as parlé tout à l'heure, SG, je fais beaucoup de choses dans le domaine. Comment on dit RCV, EuroCV, comment ça s'appelle?
EurCV. EurCV. Convertible, parce qu'il y a 2 déclinaisons. Il y a Vas-y. aujourd'hui la déclinaison euro et la déclinaison USD. Ah, tu as fait toi aussi des USD. Nous, on fait tout. On fait tout ce que nos clients nous demandent. Donc j'ai un peu la même question. Dans quel cas d'usage concret tu vois déjà des flux significatifs ou tu les anticipes s'ils ne sont pas encore massifs, je ne sais pas. Alors, juste avant de répondre à ta question, je voulais effectivement compléter avec la difficulté en fait, à faire émerger des stablecoins en Europe. Ça, c'est effectivement une réalité. Si on regarde les dates auxquelles les stablecoins émergent, Tether, c'est 2014. Donc très tôt, Bitcoin, c'est 2009. Donc on voit très tôt quand même qu'il y a ce besoin de stablecoin. Mais Tether a longtemps été complètement offshore. Et ils ne veulent pas de régulation. Tu l'as très bien dit, Hubert, c'est 100 personnes qui sont parmi les 10 plus gros acheteurs de T-bills US non régulés, etc. Donc c'est un vrai sujet. À part des hedge funds au Caïman ou ce genre de choses, il n'y a aucun établissement de crédit qui se lance dans un truc comme ça. Surtout en Europe, où en fait on a une réglementation européenne. Nous, on est établissement de crédit, on vous offre en fait des services dans le cadre d'une réglementation qui est extrêmement stricte, aussi bien du point de vue de la protection des investisseurs, public, privé, tout ce que vous voulez, corporate, individu, mais en termes aussi de capitalisation pour les bilans, parce qu'en fait on gère notre bilan, on gère notre ALM de façon à garantir aussi la stabilité monétaire, parce que c'est aussi un de nos rôles. Et donc en fait, dans ce maquis aussi réglementaire, c'est quelque chose aussi qui dessert d'une certaine façon la compétitivité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un level playing field en fait. Il y a Tu effectivement... peux pas agir comme Tether, quoi. C'est pas possible. Exactement. On ne peut pas se permettre d'agir comme Tether, tout simplement parce qu'en fait, on a un reporting à la BCE qui nous demande des comptes. Même en étant filiale, etc., ça change pas que t'es... Voilà, absolument. Nous, on est filiale d'une entreprise régulée, donc on ne peut absolument pas faire n'importe quoi. Donc c'est aussi lié à... Enfin, en même temps, Tether peut faire n'importe quoi et ils ont beaucoup de volume, donc c'est que c'est pas Bien sûr, antinomique. mais Tether, peut-être qu'un jour, il y a un type qui va venir les chercher. Aujourd'hui, justement, les États-Unis cherchent à le faire réguler aux US pour avoir un grip, précisément, en leur disant, attendez, il y a un deal, vous distribuez du dollar, on vous vend du dollar, et on est ravis que vous recycliez en fait l'épargne mondiale, parce que c'est quand même ça, c'est l'épargne mondiale des retail qui va être recyclée en bon du trésor US, c'est ça le projet quand même. Et on vous laisse faire, mais on va vous demander un petite accroche réglementaire aux États-Unis. Pas beaucoup, mais un petit peu. Quoi. Un petit C'est peu, ce quoi. qui se dessine, c'est vraiment Voilà. ce qui se dessine pour Tether. Et histoire que le Doge puisse un jour éventuellement intervenir si jamais il y a un changement. Voilà. Donc c'est ça l'enjeu. Nous, aujourd'hui, en Europe, on n'a pas du tout ce mécanisme-là. Donc c'était aussi pour expliquer pourquoi, pour des questions de protection, c'est plus loin. Et ensuite, donc, pour ta Question sur CV. ta question sur les stablecoins, nous, qu'est-ce qu'on voit dans le marché ? Évidemment, on voit déjà un business case assez juteux, parce que en fait, c'est un business case assez simple. On distribue des stablecoins qui sont un EME, comme tu l'as bien décrit, c'est-à-dire en fait de la monnaie électronique. Ça ne paye pas de rendement pour les porteurs. Et par contre, nous, on peut placer cette trésorerie et donc récupérer de l'argent. Donc c'est en fait quelque chose qui garantit à la fois la liquidité pour les porteurs, donc à n'importe quel moment, et ça c'est garanti notamment par MiCA, un porteur de stablecoin, MiCA et notamment Convertible, peut venir chez nous. Alors on préfère qu'ils aillent chez nos distributeurs, parce qu'évidemment c'est eux qui gèrent le KYC, l'accès, le mot de passe. Enfin, dans le pire des cas, il fait faillite, il vient chez toi, il a son... Mais au pire, il vient chez nous et il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça le message. Et ensuite, à partir de ça, ce qu'on voit comme use case, c'est essentiellement la crypto pour l'instant. Et je voudrais insister sur tous les use cases de paiement qu'on voit. Bon, oui, c'est possible, et on est en train de travailler ça avec des corporates. Mais pour l'instant, tout ça, c'est valable parce qu'en fait, il y a beaucoup de liquidité dans le marché sur les stablecoins Tether et Circle. C'est des vrais, entre guillemets, proxys de monnaie mondiale. Et parce qu'il y a cette liquidité, on peut faire des paiements. Mais ce n'est pas parce que demain, vous êtes émetteur de stablecoin que vous allez instantanément pouvoir faire des paiements, parce que personne ne vous fera le change. S'il n'y a pas de contrepartie, vous n'avez pas de paiement, ça ne marche pas. Et donc, cette base de paiement et ces use cases de paiement ne fonctionnent que parce que depuis 2014 Tether et 2018 Circle, en fait, ils ont construit une base de liquidité dans la crypto. Donc, il faut être à l'aise avec la crypto pour justement assurer cette liquidité. Et donc, en fait, tous les use cases, ensuite, une fois qu'on a ça, tous les use cases, évidemment, sont envisageables, il n'y a pas de problème. Mais à la base de la base, moi j'avais discuté avec Circle et il m'a dit il y a 3 règles, liquidité, liquidité, liquidité. C'est un peu comme l'immobilier. Ouais. Je voudrais juste donner 2 chiffres, si tu veux, pour aussi placer. Avant que je fasse le premier tour. Tether a annoncé, alors ça vaut ce que ça vaut, parce que justement, on ne sait pas très bien ce qu'il y a dedans, avoir 130 milliards de dollars de réserves.
raisonner par rapport à une banque. 130 milliards de dollars de réserves. Circle, qui est le deuxième émetteur, pèse plus en bourse que Société Générale. Voilà. Et ça vous dit où est-ce qu'on en est? Pardon, les 130 milliards de réserves, celles où tu disais qu'elles ne sont pas auditables et donc ils sont mal notés. Enfin, 130 milliards ou zéro, on ne sait pas. Enfin, c'est pas zéro, mais en fait, il y a de l'or dedans, on sait, il y a des produits très, très spéculatifs, etc. Mais ils annoncent quand même un chiffre important de réserves que beaucoup de banques aimeraient bien, tu vois. Enfin, c'est énorme. Et justement, pour finir sur la question sur Société Générale, pardon. Donc toi, tu es dans le cas que Hubert nous évoquait, établissement de données électroniques, filiale. Il n'y a pas eu de réflexion pour l'instant pour faire comme Odo directement dans le bilan de l'ASG, quoi. C'est pas pour l'instant quelque chose qu'on a regardé effectivement. Ouais. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on veut, c'est être le plus compatible possible avec l'écosystème existant, parce que la liquidité vient de là. C'est un choix qui est une espèce de cote mal taillée entre la réglementation qu'on nous impose, on est régulé par la BCE indirectement, la CPR, et les usages crypto. Et en fait, nous, là-dedans, on fait le... Mais en fait, toi, tu ne cherches pas à convertir des nouveaux clients, tu veux aller prendre ceux qui sont déjà dans l'écosystème. Oui, mais c'est parce qu'en fait, c'est le prérequis pour ensuite pouvoir aller chercher de nouveaux clients. C'est-à-dire un paiement corporate, si le corporate, à la fin, il se retrouve avec une position en stablecoin, il est ravi. Mais s'il ne peut pas le changer avec du legal tender, il ne pourra pas payer ses salaires, il ne pourra pas, tu vois. Donc c'est ça le sujet. Donc il faut un moment que tu aies quelque chose qui te permette d'interagir avec le monde réel. Donc ça, c'est possible dans des fintechs qui sont 100% numériques. Hein. On a par exemple des PSP qui nous disent, moi je veux fonctionner, comment on peut faire pour fonctionner 100% en crypto? Je veux plus toucher de monnaie fiat. Est-ce qu'ils posent moins la question quand on perd 30% comme là en un mois, ou c'est le même nombre de questions? Stablecoin, donc ils sont ravis de travailler avec nous précisément pour ça. Parce que justement, on assure une garde des réserves, on assure des services de crypto custody, donc on les conserve aussi de façon sécurisée, parce que c'est pas tout. Hein. Il y a aussi effectivement de la criminalité, hein, même si Nicolas, j'ai bien aimé tes chiffres hier, je pense que tu pourras en reparler, parce que c'est très important aussi que notre auditoire sache ça. Que c'est sérieux, quoi. C'est sérieux, voilà. Donc voilà, et la banque, elle est là pour précisément garantir ça. J'allais venir à ta question, mais juste comme tu t'as tendu une perche, tu as donné des chiffres à une autre conférence. Pour préciser que c'est sérieux, parce que c'est important quand même de dire qu'on a des acteurs français qui travaillent sérieusement, donc tu dis que tu as des chiffres sur le sérieux du métier. Bon, le sérieux du métier, d'un Je pense que tu parlais KYC, j'imagine. En fait, on parlait un peu de la fraude et de la criminalité. On néglige pas, bien sûr, que tout type d'instrument peut être utilisé pour réaliser des opérations criminelles, frauduleuses, du blanchiment et notamment les cryptos, bien évidemment. C'est des outils innovants et notamment au démarrage, quand il n'y a pas de mise en place de la régulation, forcément les gens utilisent ces nouveaux pelles et pioches pour aller faire leur malversation et actions criminelles. Mais au final, c'est très peu en proportion. C'est-à-dire qu'on parle de 40 milliards, soit 0,14% des volumes, là où sur le dollar et le système financier traditionnel, c'est-à-dire le système bancaire, le système qui inclut tous les mécanismes traditionnels, on est plutôt sur 2 à 5%. Et sur des facteurs bien évidemment très supérieurs en matière tout cas, c'est des sujets qui sont au cœur de vos réflexions. Et ce qui se passe aussi depuis des années, c'est qu'il y a une mise en place en fait de technologies, de régulation en Europe avec MiCA et aux États-Unis, ça se renforce également sur le volet LCBFT. Il y a d'autres pays dans le monde où c'est encore une zone où en effet tout est possible, mais je dirais que ça devient de moins en moins le cas. Et puis il y a des multiplications d'outils qui permettent de tracer les transactions. Il y a une coopération aussi internationale entre les polices, entre les enquêteurs, qui permettent d'arriver à retrouver beaucoup plus facilement qu'avec des billets de banque des criminels. Et on sait aujourd'hui lister les wallets par lesquels passent les organisations criminelles, les types de pays, les organisations, les exchanges qui sont pourris ou qui travaillent mal. Donc oui, en fait, c'est des chiffres pour dire que, bien évidemment, on néglige pas les risques et la fraude, mais on ne peut pas nous affubler de cette nous stigmatiser en disant c'est nous les responsables. On n'est absolument pas responsable de ça. On est un outil qui est utilisé, mais les principaux responsables, c'est le dollar, tout simplement. Merci. Alors, première ronde de questions de la salle. Donc, tu en avais une, vas-y, je t'en prie. Il faut parler fort ou alors je viens avec un micro, je sais pas dire. Tiens, bouge pas. Je te vole pas ton micro, Est-ce qu'il marche celui-là? Ouais. Bonjour. Alors, tu peux te lever, question plutôt à Hubert.
C'est trois petites questions sur inflation, Fed ou Banque centrale et la Chine. Inflation, est-ce que ce n'est pas création en dehors du système? Sur la Fed et les banques centrales, est-ce qu'ils ne perdent pas du contrôle? Et la Chine, si comme dirais-je, le stablecoin, c'est dollars, ils sont un petit peu, je dirais, ils ne sont pas trop pro-dollar. Hein? Je vais prendre les réponses dans l'ordre inverse. L'un des objectifs géopolitiques de l'administration américaine, quels que soient les présidents, bien sûr, c'est de contrer la Chine. J'ai enfoncé une porte ouverte, et notamment la route de la soie numérique. Pas la route de la soie, mais la route de la soie numérique. La route de la soie numérique, elle est backée par un e-yuan. Le e-yuan, il est relativement peu utilisé pour l'instant aujourd'hui, mais les Chinois ont une notion autant qui n'est pas la même que nous. Donc le grand défi des États-Unis, c'est de faire que la bascule de la numérisation de l'économie, et pas uniquement l'économie financière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la route de la soie numérique, autrement dit la numérisation de tous les services et une partie des activités non-services, utilise le dollar comme monnaie de règlement de ces services, et non pas le yuan. Pour l'instant, c'est le cas. Deuxième question sur la Fed, d'une manière générale, sur la Fed ou sur la Banque Centrale Européenne? Alors la Fed, on ne lui demande plus son avis, puisque le président lui a dit américain, on ne vous demande pas votre avis. Donc au moins c'est clair. Je passe sur les sujets de gouvernance un peu compliqués, sur l'indépendance de la Fed, etc. Mais en fait, il y a encore un truc indépendant aux US. En fait, la Fed, comment dire, vous savez ou pas que les dollars fiduciaires, il y en a plus en circulation hors des États-Unis qu'aux États-Unis. D'accord? C'est 3 000 milliards de mémoire de circulation. C'est-à-dire que ce qui est amusant, c'est le même montant que la capitalisation boursière des cryptos. Et donc, ce qui intéresse fondamentalement la Fed, c'est la nécessité de création monétaire pour des besoins hors des États-Unis. C'est ça qui est amusant. Donc, en fait, la Fed, qu'est-ce qu'elle se dit? Moi, je suis l'émetteur de la monnaie fiduciaire. Mon rôle, c'est de m'assurer que le dollar va continuer d'être utilisé comme monnaie fiduciaire, bien sûr aux États-Unis, mais hors États-Unis. Et pour ce qui est numérique, ce n'est pas mon rôle, puisque le président a dit que ce n'était pas mon rôle. Donc, c'est délégué au secteur privé. Quant à l'inflation, là, alors je ne suis pas économiste, mais vous avez tous appris dans les bonnes écoles que l'augmentation de la masse monétaire était source d'inflation. Et puis finalement, après la crise de 2008, on a cherché l'inflation quand même. Elle a été là, mais pas autant qu'elle était attendue. Donc, c'est une première réponse pour dire qu'il y a plus d'automaticité entre l'augmentation de la masse monétaire et l'inflation, grâce au quantitative easing, etc., etc. Mais fondamentalement, la question est de savoir, est-ce qu'un stablecoin augmente la masse monétaire? Et ce qui veut dire autrement, où est-ce que je classe mon stablecoin entre M0, sûrement pas, M1, M2 ou M3? Et pour faire court, aujourd'hui, on classe en M1. Donc, c'est-à-dire qu'on classe ça autrement que dans des purs, c'est pas de la monnaie fiduciaire, mais dans les dépôts. Et donc, oui, c'est une augmentation de la masse monétaire, surtout lorsque l'émetteur est un établissement de crédit, mais pas quand l'émetteur est un établissement de monnaie électronique, puisqu'il est backé par des réserves de 1 pour 1. Autrement dit, il n'y aura augmentation de la masse monétaire que si ce sont les établissements de crédit qui émettent et pas des établissements de monnaie électronique. Je ne sais pas si j'ai été clair. Merci. Alors, pardon, on peut faire aussi, on peut le classer en M1 / même M2. Parce qu'en réalité, tu peux aussi imaginer des dispositifs de prêt. On n'est pas encore là, mais effectivement. Oui. Et en fait, le stablecoin permet justement ça parce que précisément, il est largement disponible et surtout, il est programmatique. C'est-à-dire que c'est de la monnaie qui est pas au sein d'un établissement de crédit, etc., qui circule. Et en fait, comme on peut programmer son comportement, eh ben on peut lui dire, tu peux aussi servir pour faire du levier, etc. Même si ensuite la réglementation doit s'appliquer. Et je pense qu'il y a un débat précisément entre qu'est-ce qui est de la monnaie du pur paiement et qu'est-ce qui est de l'instrument d'endettement. Et je pense qu'aujourd'hui, précisément, Bitcoin, les stablecoins, etc., posent cette question. Et le régulateur, précisément, avance prudemment parce qu'on n'est pas bien sûr de là où on va là-dedans. On pourrait dénormaliser finalement le système financier à cause de tout ça. David, garde le micro. Okay. Toi, comment... je vais revenir, mais je fais 1-1.
comment tu expliques à tes clients la différence entre un stablecoin bancaire comme le tien, un stablecoin plutôt crypto-native et demain l'euro numérique, et concrètement pourquoi un acteur pro choisirait plutôt l'un que l'autre? Alors on va essayer de faire question-réponse rapide à chaque fois parce qu'on a 16 minutes et on a plein de questions. Bah, c'est simple, l'euro numérique, c'est, comme tu l'expliquais, une créance sur la banque centrale, donc c'est zéro risque. Si vous achetez du stablecoin, vous avez un risque de contrepartie qui est lié au risque de l'émetteur. Donc l'émetteur, ça peut être Société Générale, ça peut être Tether, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de rating. Donc quand vous achetez en fait un stablecoin qui n'est pas de la monnaie de banque centrale, bah, en fait vous achetez le rating de l'émetteur, tout simplement. Donc ça c'est la différence fondamentale. La différence aussi c'est dans les usages, c'est-à-dire que l'euro numérique ou équivalent est beaucoup plus proche d'une inscription en compte. C'est pas un stablecoin en fait, l'euro numérique. C'est pas un truc qui va circuler dans les blockchains, etc. Ce sera une infrastructure privée de paiement onshore de la BCE. Et la BCE, elle ne mettra pas son euro numérique pour faire du clearing de Bitcoin. Hein. Faut pas rêver. Donc en fait, il va rester la cible de l'euro numérique, c'est les paiements onshore et potentiellement offrir une alternative à Visa, Mastercard, qui aujourd'hui offre des services de paiement qui sont des entreprises américaines et qui sont très chers. D'un point de vue business model, c'est plus une menace pour les banques que pour Tether, quoi. En fait, c'est plus proche du tokenized deposit, l'euro numérique est proche du tokenized deposit que du stablecoin. Le stablecoin, lui, c'est vraiment pour commencer avec l'écrit en crypto. Et une fois que l'écrit en crypto permettent la liquidité du coin, bah à ce moment-là, tu peux bâtir dessus des infrastructures différentes de paiement, cross-border, etc. Parce que, effectivement, c'est comme ça circule worldwide. Bah, si tu envoies ton coin, je sais pas, au Nigeria, par exemple, et bah, au Nigeria, tu peux payer une facture au Nigeria plus facilement. Parce que localement, comme il y a la liquidité, bah, ils vont se débrouiller pour changer. Voilà. Une question de la salle? Oui, à droite. Moi, j'avais une question pour Hubert sur justement la garantie de convertibilité des stablecoins. Entre Mika et Genius, est-ce qu'il y a vraiment des contraintes plus fortes côté Mika que Genius, comme disait Faustine? Et sur la convertibilité, si on reste sur l'Europe, entre un stablecoin Mika compliant et un stablecoin fait par Odo, qu'est-ce que moi, en tant que détenteur européen, je suis sûr d'avoir comme garantie? Est-ce qu'il y a une limite? C'est la question indirectement de la garantie des dépôts. Sans rentrer dans le détail juridique entre Genius et Mika, vous avez dans Mika un droit légal de remboursement. C'est un droit qui est protégé par la loi. C'est un droit absolu. Ce n'est pas un droit contractuel. Dans Genius, c'est un peu entre les deux. C'est inscrit dans Genius, mais ça n'a pas la même force. Ce n'est pas inscrit de la même manière. Dans Mika, il est écrit que tout investisseur peut demander à tout moment le remboursement en monnaie légale. Ce n'est pas écrit exactement comme ça, ce qui fait que les juristes américains estiment que ce droit est de portée moins forte que ce qui est écrit dans Mika. Maintenant, sur cette question entre un ODO, mais peu importe, un établissement de crédit ou autre, les choses ne sont pas encore très claires, dans le sens que est-ce que la garantie des dépôts s'applique au stablecoin? On pourrait reposer la question comme ça. En fait, il n'y a pas de réponse claire. Si je voulais essayer d'éclaircir les choses, quand on regarde le site, quand on interroge le fonds de garantie dépôt, il regarde comment dire, qu'est-ce qui est éligible au fonds de garantie dépôt. Il ne voit pas écrit stablecoin. Donc il dit c'est pas dedans, c'est pas dans la liste, donc c'est pas couvert. D'accord? Tu as dit que pour Odo, c'était bon. Tout à l'heure dans ta présentation, tu disais que pour les stablecoins émis par Odo, comme c'était dans leur bilan. Oui, mais ça reste un stablecoin. C'est la double nature du Christ, hein, n'oublie pas. C'est vrai que tu es croyant, toi, oui, toujours. Donc c'est aussi une crypto-monnaie. Ça explique pourquoi tu es à fond. Donc comme ce n'est pas un dépôt, hein, c'est une crypto-monnaie. Ça serait un dépôt, effectivement, ça serait couvert par la garantie dépôt. Et la situation est un peu différente pour les émetteurs de monnaie électronique, puisque ici, je ne rentre pas dans le jeu de renvoi de texte, mais en fait, un émetteur de monnaie électronique, je n'ai pas dit de jeton de monnaie électronique, hein, et un porteur de monnaie électronique, il est couvert indirectement grâce aux réserves par le système de garantie des dépôts. Donc il y a un jeu indirect. Voilà. Donc en fait, il y a une question qui reste ouverte, mais la question juridique, c'est le même droit de remboursement absolu qui existe entre un émetteur de crédit et un émetteur de monnaie électronique. Le porteur a exactement le même droit à faire valoir. La chose qui est différente, c'est est-ce que le bilan de Odo ou d'un autre établissement de crédit est capable de faire face à un redemption run, là où dans une réserve, la question est différente, c'est est-ce que la liquidité des actifs est suffisante pour faire face à la liquidation des actifs. Donc c'est deux choses différentes.
Alors, deux précisions. Il me reste 10 minutes 21 secondes que j'ai un hard stop promis à Faustine à 12h30. Et après, n'oubliez pas, pour ceux que j'en ai vu un ou deux partir, faut pas, il y a vachement à manger, hein, restez. Et il y a du champagne aussi. Alors, une question de la salle. Hop. Il faut parler fort ou prendre le micro. Je vois déjà la question et j'ai déjà la réponse. Attends, vas-y quand même. Laisse- Qu'est-ce qui nous l'avocat, empêcherait je te de jure. faire comme Trump, c'est-à-dire de financer la dette européenne par du stablecoin en euros? C'est quoi le problème? Parce qu'il n'y a pas de dette européenne. Voilà la réponse. Il n'y a pas de dette européenne, il y a des dettes nationales. De la France, dette de Non, la il y a des France. dettes nationales. Alors pourquoi la France ne le ferait pas? Parce que comment dire Profondeur de marché. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Il y a quoi? Non, mais il y a pas de, tout simplement, aujourd'hui, il faut des stablecoins euros. Et si demain, il y a suffisamment de stablecoins euros, effectivement, il est très probable, et je ne m'engage absolument pas, pour ce qu'on va diversifier en fait, la masse de collatéral. Et ça, en fait, c'est dans MiCA. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les stablecoins deviennent systémiques. Et donc, on ne peut plus avoir un pour un en cash. Aujourd'hui, le setup qu'on a utilisé, c'est un stablecoin émis, on a un compte bancaire, et il y a un pour un de cash déposé. Donc, si vous venez, il y a toujours ce cash, pas de problème. La question se pose à partir de 5 milliards, je crois. À partir de 5 milliards, MiCA impose que en fait, la réserve ne soit plus seulement constituée de cash, donc on ne peut plus mettre un pour un, mais de mettre des T-bills. Donc ça peut être des T-bills français, du Bund, enfin tout ça. Donc ça, c'est pas un problème. Et en fait, donc ça, c'est déjà prévu par MiCA. Seulement, la question, c'est plutôt que simplement, il n'y a pas de volume aujourd'hui suffisamment gros de stablecoin euro pour financer cette dette européenne. Mais je pense qu'effectivement, c'est bien dans l'esprit des dirigeants aujourd'hui, en faisant grossir les stablecoins euros, que d'arriver à cette situation. Je vais être un petit peu provoquant. Dans les 9+1, donc les 10 banques européennes qui se sont rassemblées pour pour créer un établissement de monnaie électronique et émettre un stablecoin, un jeton de monnaie électronique en euros, ils ont décidé de s'incorporer en Hollande. Donc on va financer la dette hollandaise, qui est très faible. Donc voilà. Donc en fait, on n'a pas. Je ne sais pas quel est le choix de la Hollande. Je n'étais pas du tout dans le truc, etc. Mais en fait, quand vous êtes régulé en Hollande, bah forcément, vous allez. Il n'y a rien d'automatique, mais vous allez plutôt placer vos réserves dans la dette de pays dans lequel vous êtes enregistré. Il n'y a aucune obligation. Mais c'est la tendance. Tiens, pendant que j'étais juste une question mais très rapide, tu as montré comment les réserves stablecoin finançaient directement la dette américaine, on en parle là. Si l'Europe veut rééquilibrer ce jeu, qu'est-ce qui te paraît le plus réaliste? Pousser les stablecoins euro-bancaires dont tu viens de parler, accélérer l'euro numérique ou accepter que le dollar restera dominant et que c'est comme ça, voilà, on passe à autre chose? Comme le temps passe, j'appuie sur le 1. J'appuie sur le 1. Alors, une autre question de la salle. Allez, vas-y, donne le micro, mais après ce sera monsieur. Alors, tu passes le micro après. Non, juste une question. Dans tout cet écosystème, à quel endroit se fait le KYC et entre l'émetteur, la plateforme, et quelles sont les obligations si c'est mondial? Allez, Nicolas, fais passer le micro en attendant. Ce sont chez les intermédiaires. Donc typiquement les plateformes d'échange, les brokers tels que les nôtres. C'est nous qui sommes en charge en fait du client facing, donc KYC, KYB, de tout le reporting qui va avec, TRACFIN, etc. Et c'est encadré précédemment par la loi Pacte et même avant, puisqu'il y a une obligation qui date de 2016, de mémoire, ou 2015, d'inclure en fait les cryptos dans le volet en fait LCBFT. Voilà. Donc c'est principalement près des acteurs. Question suivante. Oui, bonjour, je suis Martin Bronco, fondateur et PDG de Chemin Financial. Nous sommes un des 3 émetteurs de stablecoins français. Donc, c'est Circle, c'est Forge, c'est nous. Par rapport à cette question de pourquoi il n'y a pas de marché de stablecoins d'euro, il faut arrêter de se flageller en concernant toutes les fautes qu'on a commises. On n'a pas commis de fautes, ce n'est pas qu'on est trop tard, que nous ne sommes vraiment pas capables en tant qu'entrepreneurs. Non, la raison est très, très, très simple. C'est demande, parce que le cas d'usage, historiquement, jusqu'à maintenant, 98% est lié à trading de crypto. C'est ça. Et le trading est libéré en dollars. C'est comme trading je sais pas, de pétrole est libéré en dollars. Il faut demander à Nicolas, il peut vous dire combien, quel est le pourcentage de trading en euros. Et c'est une plateforme française avec des clients français. Donc, concernant le stablecoin euro, dès que le cas d'usage évolue plutôt vers des cas d'usage réels, dans l'économie réelle, dans les finances réelles,
euro, stablecoin euro, ils vont se rattraper. Dernière chose, il faut juste arrêter cette folie de euro numérique. Ça va servir à rien. J'écris à Christine tout de suite. Ça va servir à rien. Merci, c'était pas une question, mais une point aussi, intervention c'est sympathique. la courbe des taux, parce que la courbe des taux était négative jusqu'en 2022, et donc ça valait pas du tout le coup d'émettre un stablecoin. Nous, on a regardé et on perdait de l'argent, donc c'est pour ça aussi. Il y a 50 billions de dollars de stablecoins juste en Binance. 50 billions, c'est 20% de tous les stablecoins. Ils sont en Binance parce que c'est la plateforme la plus grande de trading. Faut faire. Juste Vas-y, une réagis chose pendant ce temps-là. S'il y a une autre question, vous levez la réagir, main. alors d'accord sur vos 2 points et notamment sur le second. Il y a peut-être une explication aussi, un changement de paradigme. Je pense qu'on prend tous un peu de temps pour mettre les choses en place. Quand on a eu ces échanges, par exemple, avec Société Générale Forge, qui est un de nos partenaires historiques, le groupe Société Générale, il y avait par exemple l'obligation que vous fassiez le KYC aussi de nos clients. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de fonctionnement possible quand les gens achètent à toute heure du jour et de la nuit des sommes qui vont de 20 euros ou 5 euros jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc ça a évolué, il y a des nouveaux projets, etc. La plupart des plateformes qui opèrent aujourd'hui dans le marché du trading et des échanges en crypto sont malheureusement pas européennes et françaises. Même si nous, on peut s'enorgueillir d'avoir une bonne part de marché et une assise assez confortable, nous sommes un nain. Et globalement, quand je dis nous sommes un nain, c'est l'écosystème français. De Block, qui est une très belle boîte française, a fait une belle levée de fonds il n'y a pas longtemps. Bitstack en a annoncé, mais je pense qu'à tous les trois, on doit représenter je ne sais pas quel pouillème de ce que fait Binance au niveau mondial. Donc on a ce problème, c'est que les flux se font auprès de KuCoin, Binance, Bybit, Coinbase. Pour l'Asie, ils tradent rarement en monnaie locale et donc tout le monde trade en dollars, vous l'avez dit, et donc il n'y a pas forcément leur volonté à eux de pousser un stablecoin euro. Ils en ont rien à secouer. Donc ensuite, il y a des acteurs européens, donc Bitvavo, Bitpanda, d'autres, CoinMers, Relais. Bitcoin suisse et des Français que je pense bien représentés. C'est à nous de pousser ça. C'est les usages également autour des paiements des entreprises. C'est à nous de le faire. Donc nous, on a un petit retard et je prends ma part de responsabilité sur l'ajout de ces stablecoins sur la plateforme. On a une question aussi d'interface utilisateur parce que quand vous proposez 3 ou 4 stablecoins euros à votre client, il se dit « je fais quoi ?» On doit proposer des merges entre eux pour que si j'ai beaucoup d'euros D, mais que finalement je veux faire un transfert dans de l'euro C, c'est sale, c'est Circle. Donc dans plutôt euro CV de Société Générale, faut qu'on puisse proposer un swap simple, une interface qui est moderne, qui est bien pensée. Donc il y a tout un travail à faire autour de ça. Et je pense qu'il y a un élément qui nous aiderait beaucoup, c'est de pouvoir proposer des rendements sur les stablecoins, qui est un des gros sujets. Alors, MiCA l'interdit de façon... la première lecture te l'interdit. Après, tu as la possibilité de dire... là, on est en France. Là, je reconnais la France. Non, mais... c'est pas possible, mais c'est possible. Je suis avec des avocats. L'idée, c'est de dire, en effet, si tu empruntes les cryptos de tes clients et que tu en es responsable, dans ce cas-là, tu peux le faire, ce qui n'est pas forcément la chose la plus évidente. Ou alors, tu vas dans la DeFi, en faisant passer les gens par des wallets non custodiales, et là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et notamment, aller sur des protocoles tels que Morpho et autres, dont on n'a pas assez parlé. Je m'arrête là, mais donc il y a des possibilités. possibilités. Les lois, regarde pas assez bien tous les détails, quoi. Non, mais surtout, en fait, il y aurait en fait un très beau développement, un très bel usage, mais il y a une très belle connerie qui a été introduite dans MiCA. De bloquer le rendement. Sans doute du lobbying bancaire qui se réveille maintenant un peu tard en se disant « Oups, on a peut-être fait une connerie ». Tu as parlé de la DeFi, je pense que c'est important d'en parler aussi, parce qu'en fait, d'où viennent les encours passer la parole à Faustine, justement, parce qu'elle voulait parler de DeFi avant de D'où viennent partir. les encours, c'est précisément toute la valeur loquée dans les protocoles de DeFi. Et il faut regarder aussi la compatibilité DeFi des stablecoins euros qu'on va développer.
Aujourd'hui, ils sont tous dollars parce que tout simplement, les pools, ils sont en dollars. Mais j'espère que... Faustine, je te laisse rebondir là-dessus, parce que tu es notre spécialiste DeFi. Non, mais effectivement, pourquoi les stablecoins et pourquoi la DeFi J'ai 30 secondes, donc je me dis comment je vais faire. Mais non, mais on peut dépasser, c'est toi qui dois partir. Oui, c'est moi dans qui dois 27 partir. secondes. Non, simplement, effectivement, l'usage des stablecoins, il va aussi être lié au développement de cas d'usage autour. Et la finance décentralisée est là où on va pouvoir les utiliser. Plus, effectivement, il y a le problématique du rendement. En fait, aujourd'hui, on le fait avec Société Générale qui intègre Morpho, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez prêter et emprunter des stablecoins de Société Générale directement et sur Morpho. Et c'est là où vous allez aussi trouver du rendement. Et c'est là où vous allez pouvoir développer des nouveaux cas d'usage. Donc là, en l'occurrence, le prêt-emprunt, mais la DeFi, la finance décentralisée, c'est énormément de protocoles et de services qui sont différents. Et donc, en fait, c'est l'étape d'après. Mais puisqu'on parle des stablecoins euros, il faut encourager que des stablecoins euros se développent et puissent utiliser les protocoles DeFi. Et c'est là où on aura un enjeu réglementaire, puisque les questions vont se poser de est-ce que ces interactions vont être davantage réglementées Il faut que ça ne le soit pas trop, ou en tout cas de façon adaptée. Et comment est-ce qu'on réglemente la finance décentralisée? C'est une question qui est actuellement posée au niveau européen. On a de la chance parce qu'il y a d'autres priorités avant. Donc la Commission européenne de prendre le temps de comprendre qu'est-ce que la finance décentralisée et comment on fait pour ne pas le tuer. Parce que si je reviens à mes messages précédents, on a une opportunité de faire de la réglementation un levier de la vision. Et la vision, c'est quoi? C'est qu'est-ce que la finance de demain? Et la finance de demain, c'est les stablecoins. C'est les stablecoins dans la finance décentralisée. La finance décentralisée comme infrastructure technologique pour les intermédiaires qui auront encore un rôle à jouer. Tu parles encore plus vite qu'Hubert. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, elle parle plus vite que moi. Là, c'était le TGV, quoi. Plus vite que moi, j'ai trouvé mon maître. Alors, j'ai juste un point, je voulais quand même dire, un sujet aussi de communication de place, où vous avez votre rôle, c'est que... même si je ne suis pas fan de tout ce qui est crypto tous les ans, parce que c'est un business aussi de faire des conférences, je mets la DeFi et je mets ces sujets à l'ordre du jour. C'est la première fois que sur le sujet stablecoin, dans l'entraîne de l'Axel, on a autant de réponses positives. On a même rempli un bout de l'amphi derrière. Mais parce que le stablecoin, depuis un an, on parle que de ça partout à cause de la garde qui veut faire son euro numérique. Mais DeFi, je remplis pas la salle. Si je dis je fais matinée DeFi, j'aurai les aficionados de la DeFi, mais j'aurais pas tous mes membres de l'Axel qui, comme aujourd'hui, ont souhaité comprendre. C'est encore une étape de maturité qui est un peu derrière en communication. C'est pas vrai si tu expliques qu'aujourd'hui, tu as Coinbase, Crypto.com, Circle, Ledger, Bitpanda, Société Générale et encore plein d'autres fintechs qu'on n'a pas encore droit d'annoncer, mais peut-être qu'on pourra le faire avec l'Axel, du coup, qui utilisent des protocoles de finance décentralisée. Et pourquoi? Et en fait, il y a des interactions importantes et c'est ça un des messages principaux que je passe, c'est qu'on n'est pas un milieu niche du tout. Non, je voulais juste te dire que tous les acteurs que tu viens de citer sont des acteurs qui sont quand même... Enfin, je les ai tous su sur mes scènes. Hein. Donc, au Paris FinTech, c'est des acteurs qui viennent d'un monde, de niche. Ici, à l'Axel, justement, on fait le pont entre les trucs un peu nouveaux et des acteurs très installés. La plupart d'entre vous, vos boîtes, elles sont bien plus vieilles que vous. Et donc, je dis juste que stablecoin, ça y est, c'est mature pour que toutes ces personnes-là ont envie vraiment d'en parler et de rester même après que tu sois parti. Alors que le mot DeFi n'est pas encore rentré dans ce monde générique. C'est tout ce que je dis. Et il faut peut-être, par des efforts peut-être de vulgarisation, de compréhension, que ce ne soit pas juste un truc un peu bizarre. On met des sous, ils disparaissent, ils reviennent, qui peut être encore des fois perçu comme ça. Un petit mot de conclusion chacun, parce qu'en fait, après, on est tous ensemble encore en haut. On peut continuer à discuter avec un verre de champagne. Je vais faire un petit tour. Puisque tu as noté, tu as noté que 2 fois je faisais une référence aux religieux, je me suis amusé à écrire les stablecoins pour les nuls, mais c'est pas le titre bien sûr, dans la revue des jésuites qui s'appelle la revue Études et qui est parue hier. Ah, t'as retrouvé le mot, dis donc. Tu vois, j'ai retrouvé le mot. Et donc voilà, même au niveau des jésuites, on s'intéresse aux stablecoins. Laurent, merci pour l'invitation déjà. Et puis, vous voyez, donc les stablecoins, c'est vraiment quelque chose qui est en train de devenir mainstream. Il y a aussi des enjeux internationaux. Je pense que l'ambition de Société Générale et des banques, c'est d'apporter justement là-dedans quelque chose qui permet de sortir de cette confidentialité, comme l'est par exemple Tether, et de l'instabilité qu'on peut voir, et faire vraiment de ces outils quelque chose qui soit à la fois quelque chose de fiable, de sécurisé pour les porteurs, mais aussi compatible avec les nouvelles technologies. On parlait de la DeFi. Voilà, ça, c'est les États-Unis sont en train d'engager aussi là-dessus, y compris le régulateur. Donc il ne faut pas en avoir peur. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et ça, c'est vraiment très important. Et c'est comme ça qu'on réfléchit. Et ça se fera aussi en groupe, puisque, bon, évidemment, on va parler de consortium, et ça se fera en groupe aussi de banques européennes. Faustine, un petit mot de conclusion. Effectivement, on est loin de la fin de l'histoire et de tout ce que les stablecoins vont pouvoir apporter.
l'opportunité que vous aviez aujourd'hui avec le panel, c'est de voir qu'il y a des acteurs français qui veulent le faire et qu'on attend juste que certains obstacles soient levés. Des gens qui sont résilients parce qu'ils sont là depuis plus de 10 ans, 11-12, je ne sais pas pourquoi Inaous. Sans cheveux blancs. Effectivement, Société Générale Forge, c'est une histoire qui date aussi. Et Morpho, on est une start-up, on est déjà à 55 personnes et on veut rester en France pour le faire. Donc voilà, il y a une vision, en tout cas portée par le secteur privé, et je pense que ce qui manque, c'est juste que cette vision soit reprise par le secteur public. Alors, je vais terminer par un mot aussi positif. Déjà, il y a 8 ans, quand j'ai repris CoinHouse, je me posais la question à quel moment j'arriverais à parler à l'autorité des marchés financiers, à la CPR, à des banques, à l'État, des cryptos, de ce marché, de comment arriver à le réguler. Et aujourd'hui, c'est même plus un sujet. Peut-être même il nous parle trop. Il y a 8 ans, tu n'avais que Bruno Le Maire qui venait sur scène dire j'ai un agenda avec la loi PAC, mais tu n'avais pas les autres. Cher Bruno, j'espère qu'il va bien. Oui, qu'il va bien et qu'il recevra ma carte pour Noël. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de questions sur le développement de ce marché. Il y a encore un boulevard, si ce n'est même des autoroutes en fait à saisir. Le marché crypto va s'accélérer encore et encore. Il passera peut-être par des cycles difficiles. On est peut-être au début d'un nouveau cycle baissier, mais dans 3, 4, 5 ans, ça aura pris une tête différente. Des acteurs bancaires traditionnels se seront lancés, auront des offres. Les stablecoins euros seront largement développés. Il y aura en revanche une vraie question de compétitivité globale. Parce que tu l'as évoqué Hubert, il y a la Chine, il y a le yuan. Aujourd'hui, ils vendent des produits. Demain, ils pourront vendre des services numériques plus facilement. Parce que payer en quelque chose, un service avec des monnaies digitales produites par quelque part partout dans le monde, ça devient beaucoup plus facile. Il y a de l'interopérabilité, il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Donc je pense qu'on a un énorme challenge d'innovation, de technologie, sans doute aussi de compétitivité, et on a une place à jouer. Donc il faudra en tout cas mettre les bouchées doubles, et j'espère que pour le coup, nos régulateurs et les institutions européennes penseront un petit peu plus dans ce cas-là qu'il faut être prudent sur cet axe de développement. Je te rassure, la Banque de France est membre de l'Axel. Ce matin, nous devions avoir Éric Lacourège, mais en fait, il m'a préféré être à Francfort avec Christine Lagarde. Je ne sais pas pourquoi. Mais il nous passe les amitiés et il m'a promis de venir à la séance de juillet où on ne manquera pas de lui envoyer la vidéo d'aujourd'hui et on le fera réagir 6 mois plus tard avec ce qui se passe. On peut les applaudir quand même. Je voulais vous remercier. On a commencé avec un croyant, on finit avec un autre croyant, parce que tout ce que tu as dit, il faut être très croyant aussi. Voilà, mais donc, comme quoi il y a un petit point commun, il faut quand même un peu croire dans la crypto. Donc, où c'est ailleurs qu'à l'Axel que on réunit ensemble les croyants, les jésuites, l'innovation, les acteurs installés, les régulateurs, les amis, une bonne ambiance, à manger, et en plus on fait du business. Franchement, si vous n'êtes pas encore membre, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous attends en haut avec le champagne et à manger.